Bonjour à tous et à toutes, merci aux personnes qui nous ont rejointes pour cette 4e séance de ce cours public consacré à l'air, matière première de l'urbain, esquisse d'une aérologie anthropocène. Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour prétendre épuiser un sujet aussi vaste et aussi protéiforme, mais plutôt pour lancer des pistes de réflexion qui nous permettent de considérer l'hypothèse que si l'on veut réfléchir à l'avenir des organisations urbaines à l'époque du changement global, il faudra bien prendre en compte l'air comme espace géopolitique et comme matière première en quelque sorte d'une réflexion spécifique sur l'organisation urbaine la plus susceptible de faire face aux effets du changement global et de permettre donc aux sociétés aussi de vivre ces effets de la meilleure manière qui soit. Nous sommes à la veille d'une vague de chaleur très précoce, qui d'ailleurs touche toute l'Europe du Sud, et qui a touché auparavant d'autres espaces continentaux. Et nous savons bien désormais, en tout cas ceux qui veulent le savoir le savent bien, que nous aurons à affronter un certain nombre d'effets du changement global et qu'il faudra pour cela réfléchir à la façon dont nos espaces urbains s'organisent, en même temps que de réfléchir à la façon dont nos modes d'habiter doivent aussi tenir compte de cette nouvelle réalité. Et cette séance se consacrera à une étude, en tout cas à un petit parcours au sein d'une question absolument majeure que nous ne ferons qu'esquisser parce que nous pourrions consacrer plusieurs cours annuels sur cette problématique qui est la question de l'air urbain pollué qui est redevenu depuis quelques décennies un enjeu majeur. Nous avions vu dans la séance, non pas la séance précédente, mais la séance précédente, donc l'antépénultième, nous avions vu comment très précocement la question de la pollution de l'air avait été prise en considération par les hygiénistes et par les ingénieurs urbanistes et par les pouvoirs publics, notamment à travers cette prise en considération de la problématique des fumées. L'air des villes du 19e et du 20e siècle a longtemps été un air enfumé, avec même des épisodes de fumée tout à fait catastrophiques, le point culminant étant ce fameux smog londonien du début des années 1950 qui a fait prendre conscience de la nécessité de purifier l'air, c'est-à-dire de proscrire en quelque sorte les émissions de fumée de charbon essentiellement les plus polluantes. Et nous avions vu d'ailleurs que petit à petit ces émissions de fumée de charbon avaient disparu en tout cas des villes occidentales. C'est absolument pas vrai dans d'autres types de villes, en particulier en Inde, en Afrique, en Chine. Il y a encore beaucoup d'émissions de charbon, mais dans les villes occidentales, ces émissions avaient disparu, mais moins d'ailleurs par l'effet d'un zèle environnemental et sanitaire des industriels que par l'effet d'un choix rationnel. Le charbon devenait, en effet, dans les années 50-60, un carburant moins intéressant économiquement dans le cadre des procédures qu'il fallait développer pour maximiser les profits. Le charbon devenait un carburant moins intéressant que d'autres, et en particulier que le pétrole, ses dérivés, mais aussi le gaz. Eh bien, nous allons aujourd'hui franchir en quelque sorte un pas de temps et plutôt nous intéresser à la période contemporaine. Et j'ai voulu commencer par cet article très significatif, me semble-t-il, de l'époque, qui date d'avril de cette année, d'avril 2022, un article d'opinion d'un columniste du New York Times. C'est toujours intéressant de lire le New York Times avec attention parce que c'est un journal qui, en raison même de son statut et de sa stature, reflète à la fois très bien la position des libéraux américains, c'est-à-dire plutôt de la position de l'opinion publique éclairée américaine, mais aussi a un rayonnement mondial qui est capable donc en tant que journal à fixer des airs du temps globaux. Et je trouve que le titre de cet article est intéressant. Assez de changements climatiques, la pollution urbaine nous tue aujourd'hui. Un article qui ensuite ne remet pas en question, ce n'est pas un article révisionniste sur le changement climatique, mais c'est plutôt un article alarmiste sur le fait que les enjeux de lutte contre le changement climatique ne doivent pas faire oublier qu'il y a aujourd'hui une problématique de l'air pollué qui est absolument urgente dans la mesure où la pollution de l'air, dès aujourd'hui et depuis longtemps, est en fait un problème majeur que rencontrent
toutes les villes du monde, quelles qu'elles soient, et qui, d'après le columniste, se retrouvent dans des situations, ces villes, où le problème est majeur, mais où l'action politique et la prise en compte sociale de ce problème paraissent faibles, voire différées. Et donc l'article se pose la question de savoir que faisons-nous par rapport à cet espace aérien urbain qui est aujourd'hui massivement pollué, et nous allons le voir, c'est le cas, hein, c'est même extrêmement inquiétant, qui est aujourd'hui massivement pollué. Alors là, je ne vais pas parler des gaz à effet de serre, hein, je vous rappelle que techniquement, les gaz à effet de serre peuvent ne pas être considérés comme une pollution, hein, le CO2 n'est pas considéré comme un polluant, donc là, nous allons vraiment parler d'autres types de polluants. Et cet article dit, mais finalement, cette pollution est massive et nous ne faisons rien. Donc, c'est un peu autour de ça que nous allons discuter. En réalité, la prise en considération de l'importance de la pollution, après ces années 50 où la question du smog et la question de l'air enfumé avait paru tout à fait essentielle, le problème de la pollution a diminué d'intensité, si je puis dire, non pas réellement, mais dans sa prise en compte par les pouvoirs publics. On a pu avoir l'impression que quand on avait réglé la question de l'enfumage, si je puis dire, eh bien, petit à petit, la problématique de l'air pollué avait disparu. Et en réalité, les années 50-60 sont des années de très forte progression des phénomènes de pollution de l'air, mais des pollutions désormais différentes, qui ne sont plus les pollutions aux fumées, mais qui sont plutôt les pollutions qu'on va examiner ensuite, c'est-à-dire les pollutions très contemporaines et qui sont directement liées aux modalités de l'urbanisation contemporaine mondialisée. C'est-à-dire que l'urbanisation planétaire, dont vous savez qu'à l'école urbaine nous faisons le point de départ de toutes nos réflexions, cette urbanisation planétaire post-1950 va prendre des caractéristiques qui vont expliquer que l'air pollué va changer en quelque sorte d'état, la pollution ne sera plus la même et que la géographie et la géopolitique de la pollution et même la géographie de son émission et de sa diffusion ne sont plus les mêmes et qu'on va prendre petit à petit conscience de cela. D'abord, dans un contexte, j'allais dire plutôt de préoccupation environnementale. C'est assez intéressant de voir que les premières alertes sur la pollution contemporaine, c'est-à-dire dans les années 60 et au début des années 70, sont plutôt des alertes environnementales. Ce sont en fait des alertes qui viennent de milieux, qui sont des milieux assez peu politisés, au sens où on l'entend aujourd'hui, ce sont plutôt des associations qui ne rentrent pas véritablement dans le champ politique pour contester des politiques publiques, mais qui sont plutôt des associations environnementales qui alertent sur les premières manifestations de pollution d'un nouveau type. Et cette question a été bien étudiée notamment par un auteur dont j'ai cité le travail précédemment, qui est l'historien de Lyon, l'historien spécialiste des questions environnementales Stéphane Friou, qui en particulier en étudiant les cas des villes européennes a bien montré comment il y avait une sorte d'environnementalisation précoce du champ d'études sur la pollution urbaine. Mais pour aller vite, parce que ça serait là aussi quelque chose qui permettrait de rester longtemps, il est clair néanmoins que le champ va profondément évoluer dans les années 70 à partir, comme souvent, d'un événement qui n'est pas véritablement un événement qui peut être considéré à lui tout seul comme un événement fondateur. Hein. Moi, je ne crois pas beaucoup aux événements fondateurs. Hein. Je pense plutôt qu'il y a des événements qui viennent cristalliser, si vous voulez, des préoccupations qui, par ailleurs, travaillent une société depuis très longtemps. Et là, cet événement cristallisateur, si l'on peut dire, cet événement, c'est évidemment l'accident de Seveso. Hein, donc vous avez l'image de personnes s'inquiétant devant l'usine de Seveso. Donc je rappelle qu'à Seveso est au nord de Milan, hein, donc nous sommes véritablement dans cette région de Lombardie si importante dans l'activité économique italienne et même européenne. Le 10 juillet 1976, à 12h37, pour être tout à fait précis, le réacteur du département B de l'usine de Seveso, qui est une usine de produits chimiques, entre dans une phase de quasi-explosion et va libérer pendant 20 minutes des vapeurs rougeâtres,
de très grande intensité et qui vont prendre une très grande hauteur, qui vont envelopper le quartier situé autour de l'usine, dans la municipalité de Seveso, plutôt un quartier populaire, un quartier ouvrier, et qui ensuite, par les vents, va envelopper l'ensemble du nord de l'agglomération milanaise. Cette question des vents, nous y reviendrons parce que c'est évidemment une question très importante. Et le quartier est essentiellement un quartier d'immigrés de l'intérieur. Vous savez qu'en Italie, l'immigration est particulière, donc c'est plutôt un quartier d'habitants de la Sicile, mais aussi d'une partie de la Vénétie pauvre. Et les dirigeants de l'entreprise vont attendre très longtemps avant d'alerter les autorités. En fait, ils ne les alerteront que le lendemain, en fin d'après-midi. Au départ, l'alerte est très minime. On dit qu'il pourrait y avoir une fuite d'herbicides, je cite le communiqué de l'usine de Seveso, une fuite d'herbicides qui pourrait causer des dommages aux cultures environnantes. Selon les responsables de l'usine, il suffirait donc de prévenir les familles pour leur demander de bien laver leurs fruits et légumes pour faire face à cela. L'usine va même réouvrir normalement le 12 juillet, mais dans les jours qui suivent, tout autour de l'usine, on commence à constater des phénomènes tout à fait spectaculaires. Les animaux de basse-cour meurent. Les végétaux se flétrissent, l'écorce des arbres se détache du tronc et les enfants commencent à ressentir des brûlures au visage, des irritations aux yeux. Certains d'entre eux auront le visage complètement défiguré par de violentes éruptions cutanées qui sont plus tard diagnostiquées comme des chloracnées. Et pendant plus de 9 jours, les responsables politiques et industriels de Seveso vont finalement garder le silence. Et ça n'est que 9 jours après, le 19 juillet, qu'on admettra que le nuage contient des grandes quantités d'une toxine, une substance très toxique, qui est le tétrachlorodibenzodioxine, donc la fameuse dioxine de Seveso, une substance extrêmement toxique qui conduira les autorités à évacuer 736 personnes en urgence le 19 juillet et qui ensuite marquera durablement le voisinage puisque la toxicité de la dioxine est de longue durée. Lorsqu'elle est stockée en particulier dans les sols, dans les eaux et dans les végétaux. Et là, on voit immédiatement le problème qui va intéresser tous les spécialistes de la pollution de l'air contemporain. Les spécialistes contemporains de la pollution de l'air contemporaine, c'est que la pollution de l'air connaît un cycle et les polluants connaissent ce que les spécialistes appellent a fate, c'est the fate of the pollutants, c'est le mot qui est utilisé par les chimistes, donc là, une destinée, si vous préférez, qui explique que les polluants changent d'état chimique dans l'air, mais peuvent aussi changer d'état en se fixant dans le sol, dans les végétaux et dans l'eau. Donc il y a quelque chose qui est à prendre en considération dès le maintenant, je n'y reviendrai peut-être pas, c'est que la pollution de l'air est en fait une pollution qui doit être bien pensée comme une pollution qui n'est pas simplement valable ici et maintenant et cantonnée à une molécule qui resterait dans l'air, vous voyez, qui flotterait gentiment dans l'air, qui se déplacerait peut-être un peu avec le vent. Non, les molécules se recombinent, elles changent, je vais y revenir, et en plus, elles peuvent circuler et donc prendre différents états, ce qui fait qu'en réalité, la pollution de l'air concerne l'ensemble du cycle de vie, si je puis dire, des polluants, quel que soit leur état, et qu'il y a donc évidemment une géopolitique de l'air pollué qui impose aussi d'être une géopolitique de l'ensemble des surfaces et même des réceptacles possibles pour des polluants d'air qui se déposent et se recombinent. Donc on voit immédiatement pourquoi on peut prendre au sérieux l'idée que l'air pollué est une matière première de l'urbain en raison même de cette destinée des polluants et de cette recomposition des polluants, en sachant qu'aujourd'hui, on sait que les polluants se recomposent dès leur émission, notamment parce qu'ils se fixent sur des particules, ils s'accrochent sur des particules, ils constituent des aérosols avec d'autres particules et surtout, on sait aujourd'hui qu'ils se recombinent avec la lumière solaire et avec la chaleur.
Donc en fait, la plus grande force de recomposition des polluants, c'est la lumière du soleil. Donc, et la fixation sur d'autres particules et la composition d'aérosols complexes dans lesquels il y a des recompositions. Et là, je dis ce que je voulais dire plus tard, mais comme je suis parti, c'est pas la peine d'arrêter. Eh bien, il faut savoir aujourd'hui que cette connaissance de la dynamique de recomposition des polluants dans l'atmosphère et cette connaissance de la destinée des polluants dans l'atmosphère et dans d'autres lieux d'accueil, cette connaissance est très faible. En réalité, aujourd'hui, on connaît très peu cela et à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on connaît peu et qu'on commence à chercher et à trouver des choses, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais ce qu'on découvre n'est en général pas complètement rassurant. Voilà, donc cette recombinaison des polluants, elle est encore très complexe et d'ailleurs il y a une très importante équipe à Lyon, autour de l'IRSE Lyon, l'Institut de chimie de Lyon, qui travaille sur l'air urbain et en particulier sur la recomposition des polluants. Et ils ont dû construire, avec d'autres collègues dans le monde, un appareil expérimental tout à fait spectaculaire qu'on appelle une chambre atmosphérique, c'est-à-dire un appareil dans lequel on simule des conditions d'air et on essaye d'observer dans un air simulé les phénomènes de recomposition en y injectant des particules fines, des aérosols, etc. Nous verrons que c'est très important compte tenu de la nature des pollutions contemporaines. Les questions soulevées par l'accident de Seveso sont très importantes puisque l'Union européenne prendra en considération l'impact de Seveso, qui est une catastrophe majeure. Moi, j'ai vécu en tant que jeune lycéen en 1976, j'étais en classe de première, voilà, je vais vous raconter ma vie. Donc j'ai vécu en tant que lycéen l'accident de Seveso, avec ensuite en classe de terminale un professeur d'histoire-géographie très impliqué dans ces questions qui nous a fait un grand cours sur Seveso, qui était tout à fait impressionnant. Et l'impact de Seveso a été considérable. L'Union européenne a pris en charge cela et on est arrivé à la conclusion qui est la création des fameuses directives Seveso. Et les directives Seveso de 1982, pour les premières, il y en a eu toute une série, la dernière date de 2012, ces directives Seveso peuvent être considérées comme les textes réglementaires les plus spectaculaires et les plus intéressants en matière de volonté par un pouvoir public de contrôler les émissions de polluants, mais dans une perspective très particulière, puisqu'il s'agit simplement de contrôler les émissions de polluants de sites industriels particuliers. C'est donc une directive qui s'applique à un cas très spécifique de pollution urbaine, qui est la pollution urbaine par des sites de production industrielle. Vous avez ici, je vous l'ai mis parce que c'est quand même un cours quasiment multimédia, vous voyez, donc la production ne refuse aucun moyen pour enjoliver ce cours. Donc je vous ai mis une petite carte des sites Seveso français. Il y a 1240 sites Seveso en France aujourd'hui. Il y en a un qui a explosé il n'y a pas très longtemps, à Lubrizol, à Rouen. C'est un site Seveso. Là aussi, chers amis lyonnais, pour tout à fait vous rassurer, je vous rappelle que une des plus fortes concentrations de sites Seveso chimiques, et notamment Seveso 2, se situe dans la vallée de la Chimie à Lyon, à quelques encablures d'ici. Il y a eu une explosion très célèbre à Lyon d'un site industriel, mais qui a été rendu célèbre moins par la pollution atmosphérique que par les dégâts. C'était l'explosion de la raffinerie de Saint-Fond qui avait été très médiatisée au début des années 70. Et vous avez donc là un exemple de prise en compte de ces sites Seveso. Mais l'accident de Lubrizol nous a montré que malgré les directives Seveso, et malgré une politique qui pourrait paraître une politique très audacieuse et très affirmative du gouvernement français, eh bien, il a fallu quand même pas mal de temps pour qu'on sache exactement ce qui s'était passé à Lubrizol, si tant est qu'on le sache vraiment aujourd'hui. Et nous avons retrouvé ce phénomène d'euphémisation de l'importance de la pollution par les pouvoirs publics. Donc, malgré 40 ans 50 ans presque d'épaisseur, si je puis dire historique, de la prise en considération de ce type très simple à définir de pollution urbaine, parce que finalement vous avez un émetteur, une zone d'émission, un risque. Malgré ça, en 2019, 2020, 2021, nous constatons encore à quel point dans un pays, la France, où on considère que nous sommes les plus en pointe sur les directives Seveso, eh bien nous avons encore une tendance à nier l'évidence, c'est-à-dire à vouloir mettre sous le tapis la poussière de la pollution. Alors, évidemment,
on va bien comprendre que dans le cadre d'autres émetteurs de polluants urbains majeurs, on n'est pas sorti de l'auberge, puisque aujourd'hui, je peux vous le révéler, cher public, puisque je sens que vous haletez, le suspense est à son comble. Évidemment, aujourd'hui, la source majeure de pollution urbaine, c'est l'automobile. C'est la circulation automobile. Eh bien, nous ne sommes pas tout à fait prêts de maîtriser encore cela, même si nous pourrons y revenir. La volonté de l'Union européenne ou de la France de proscrire la production de véhicules thermiques d'ici 2035 peut être considérée comme une décision tout à fait importante, puisque là, il n'y a pas à tortiller pour régler le problème de pollution de l'air urbain aujourd'hui, au moins largement en partie, il faudrait qu'il n'y ait plus de véhicules thermiques. Aucun. La production de véhicules électriques ne règle peut-être pas grand-chose en termes de changement global, mais en termes de pollution urbaine, c'est la seule chose à faire. Enfin non, la deuxième chose à faire, ça serait d'interdire la mobilité automobile, mais là je pense qu'on n'est pas tout à fait non plus équipé pour ça. Donc vous avez immédiatement aussi l'illustration de la difficulté aussi que l'on a parfois de mettre en adéquation des urgences de changement global et de bien faire comprendre que parfois la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas complètement convergente de la lutte contre la pollution urbaine. En tout cas, les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Deuxième cas très important historique, c'est évidemment l'accident de Bhopal en Inde. Alors, Bhopal, c'est encore pire que Seveso. C'est dans la nuit du 2 à 3 décembre 1984. Une cuve de produits chimiques explose dans une usine de pesticides, propriété à l'époque de Union Carbide, la grande société américaine. On pense qu'il y a 25 000 morts. Suite à cette explosion, dans d'atroces conditions, puisque là, nous avons des produits extrêmement toxiques qui vont se répandre sur le bidonville qui entoure l'usine de Bhopal. La nappe de gaz va d'ailleurs s'étendre sur près de 40 km², 40 km² ensuite du fait du vent. Et Bhopal est considéré aujourd'hui par les historiens comme la plus grosse catastrophe industrielle mondiale jamais observée. On estime qu'il y a au moins 25 000 morts et vraisemblablement 200 000 personnes qui ont souffert d'impact sanitaire, y compris à la génération suivante, puisqu'on estime que, comme à Seveso d'ailleurs, un certain nombre d'enfants sont nés mal formés à la suite de la contamination de leurs parents. Il y a d'ailleurs un roman célèbre qui a été écrit là-dessus, il y en a plus d'un, mais un en particulier d'un auteur indien qui s'appelle Indra Sinha, qui a écrit un livre traduit en français qui s'appelle Cette nuit-là, et le personnage se prénomme Animal, et c'est un enfant en fait qui a souffert des malformations suite à Bhopal. C'est une fiction, mais qui est en fait la fiction de Bhopal, puisque ça raconte aussi le combat des habitants pour essayer de faire admettre à l'entreprise sa responsabilité. Et vous savez qu'aujourd'hui, Union Carbide a disparu, c'est Dow Chemical qui a remplacé Union Carbide, et qu'encore aujourd'hui, l'entreprise nie sa responsabilité. Nous avons en plus un cas absolument odieux de négation des responsabilités par une grande entreprise multinationale qui a implanté une usine qui est aujourd'hui fermée. Il y a eu très peu d'indemnisation par rapport à l'ampleur de la question. Il y a eu 450 millions de dollars d'indemnisation, ce qui est peanuts par rapport à l'ampleur du désastre. Tout autour, ce n'était que des populations pauvres et de surcroît des populations indiennes. Donc pour Union Carbide, puis Dow Chemical, ce n'était pas véritablement des êtres humains qu'on pouvait considérer. Et vous avez immédiatement là un problème qu'on reverra tout à l'heure. Et nous avons là deux événements qui ont véritablement été des événements très importants, des événements urbains à chaque fois. Vous voyez, nous sommes dans des événements qui sont des événements urbains, nord-sud, à toutes les échelles, qui sont tout à fait fondamentaux pour faire prendre conscience de l'importance de la problématique de la pollution. Mais là, une pollution industrielle liée à un site d'émission, mais qui peut avoir des impacts colossaux. Et dans les années 80, on constate qu'on va prendre de plus en plus au sérieux cette question de la pollution de l'air urbain planétaire, et que cette question va devenir plus transversale et abordée de façon plus complexe. Alors, on ne va pas simplement se contenter de regarder un site industriel et son émission de polluants. On va essayer de comprendre la pollution de l'air urbain dans son ensemble, en essayant d'avoir une approche que j'appellerais une approche globale de l'air
urbanisée et une approche globale de la relation entre l'urbanisation et ses modalités et la pollution de l'air. Donc nous rentrons véritablement là dans l'époque où l'air urbain commence à devenir une entité qu'on travaille en tant qu'elle est urbanisée, et c'est cette urbanisation-là qui provoque les troubles qu'on analyse. Des travaux qui vont monter dans les années 80, et la chose est intéressante, et c'est sans doute aussi quelque chose qui est nouveau, c'est que dans le courant des années 80, ces approches vont devenir de plus en plus marquées par la préoccupation sanitaire. C'est-à-dire que la préoccupation sanitaire va petit à petit s'imposer comme l'entrée privilégiée pour aborder la question de l'air urbain. Il y a donc une sanitarisation, si vous voulez, de la problématique de l'air urbain, qui évidemment, moi, m'intéresse pour ceux qui ont suivi le démarrage de ce cours, puisque le démarrage de ce cours a été consacré à la naissance de l'hygiénisme autour de la préoccupation de l'impact sanitaire et social de la respiration des miasmes, c'est-à-dire de la respiration d'un air de mauvaise qualité. Et revoilà donc une sorte de néo-hygiénisme apparaître autour de la question de l'air urbain pollué contemporain, approché dans la perspective de la réflexion sur la façon dont cet air de mauvaise qualité vient provoquer des troubles. Et très vite, on voit, vous voyez ici un texte qui est de 2010, qui paraît dans Nature. Donc je prends souvent des références de journaux scientifiques qui sont les journaux scientifiques un peu de référence justement, pour montrer qu'un sujet s'impose. Quand un sujet est publié dans Nature ou dans Science, ça veut dire que c'est devenu un sujet scientifique standard. Okay? Donc là, un article dans Nature, The Contribution of Outdoor Air Pollution Sources to Premature Mortality on a Global Scale. Donc là, il s'agit d'essayer de comprendre comment l'air urbain, urbain rendu possiblement pathogène en raison même de ce qu'il est, et ce qu'il est lié à l'urbanisation et à la façon dont cette urbanisation se déploie, comment cet air urbain peut provoquer des surmortalités. Et donc sont lancés tous ces travaux qui sont aujourd'hui fondamentaux, on va le voir, sur l'estimation des surmortalités originaires de l'exposition à un air pollué. Donc l'air urbain devient une source de risque sanitaire, et nous retrouvons là quelque chose que nous avons dit à l'ouverture du cours en janvier, quand j'ai examiné ce moment charnière qui est celui des premières attaques au gaz dans les tranchées des troupes allemandes contre les troupes alliées, avec le travail du philosophe Peter Sloterdijk qui dit ce moment est tout à fait fondamental parce que l'air qu'on respire, on prend conscience qu'il devient possiblement une arme destructrice. Eh bien, nous restons là aussi dans l'idée que ce qu'on respire, c'est-à-dire ce qui nous est le plus indispensable, ce que nous pouvons considérer comme notre milieu de vie, autant que l'eau qu'on boit est un milieu pour nous. Mais l'air qu'on respire est encore plus un milieu qui nous environne que l'eau, n'est-ce pas? Cet air qu'on respire et qu'on devrait pouvoir respirer en toute confiance, dont on devrait ne pas pouvoir se méfier, eh bien cet air nous expose possiblement à un risque. Et donc vous avez là une constance aussi de la thématique entre les débuts de l'hygiénisme en 1750 et de ce qu'on avait même examiné comme l'aérisme des années 1750, c'est-à-dire l'idée que l'air est une menace. Eh bien vous avez aujourd'hui de nouveau le retour de l'idée que l'air est une menace, que ce milieu qui devrait être le milieu d'accueil de notre vie en tant qu'être pneumatique, si je me permets d'utiliser le beau mot grec, d'être qui respire et dont la respiration est indispensable. Vous savez bien que, essayez, si on s'arrête de respirer, on ne tient pas trop longtemps, encore moins longtemps que si on s'arrête de boire. Donc c'est complètement, à tel point même que dans beaucoup de cultures, la vie c'est la respiration. La fin de la vie, c'est la fin de la respiration. Donc vous voyez bien à quel point notre relation à l'air, elle est, au sens strict du terme, vitale. Eh bien cet air-là nous menace. Et c'est complètement bouleversant. Et c'est lié à l'état de l'urbanisation. Vous avez là une carte qui vous montre
que des surmortalités potentielles sont très fortes. Regardez l'Inde, la Chine, nous sommes en 2010. À l'époque, la Chine est connue, rappelez-vous, les émois au moment des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, les émois concernant la pollution de l'air en Chine, là qui est une pollution incroyable, hein, en Chine comme en Inde. Vous avez des pollutions qui sont à la fois des pollutions old-fashioned, si je puis dire, et des pollutions modernes. C'est-à-dire vous avez les pollutions des industries qui fonctionnent au charbon, les pollutions de chauffage dans des villes froides l'hiver, les pollutions automobiles dans des villes où la circulation automobile a crû d'une manière invraisemblable. En 15 ans, la Chine est devenue le pays où il y a le plus d'automobiles en circulation et le plus d'autoroutes urbaines qui aient jamais été construites dans aucun pays au monde. Et puis, désormais aussi, les pollutions liées aux sources énergétiques utilisées estivalement pour refroidir des villes qui se réchauffent. Donc vous avez des pollutions composites et à la fin des années 2000, la Chine d'ailleurs décide que la question de la pollution sera une grande cause nationale. La qualité de l'air s'est plutôt améliorée dans les villes chinoises, assez sensiblement, mais à la fin des années 2000 et au début des années 2010, la Chine est véritablement un foyer de surmortalité et on fait un effort parce qu'on estime que ça nuit à l'image de la Chine. Et vous voyez également la question extrêmement importante en Inde, en Afrique, mais vous voyez que l'Europe n'est absolument pas à l'écart. Hein. Les États-Unis non plus, là où c'est pas très coloré, plus c'est coloré, plus il y a de surmortalité possible. Hein. Là où c'est très coloré, c'est là où il y a l'urbanisation, là où c'est faiblement coloré, ce sont des espaces vides d'urbains. Donc vous voyez bien aussi la corrélation stricte entre les émissions urbaines et les surmortalités. Hein. Donc nous avons une prise en considération de cette dimension sanitaire. Et là, il faut signaler l'importance prise par les travaux du World Health Organization, ou OMS, si vous préférez, l'OMS que nous avons l'habitude désormais de rencontrer depuis 2 ans avec notre ami SARS-CoV-2, mais l'OMS est une institution très importante, injustement décriée par un certain nombre de pouvoirs publics. En général, les pouvoirs publics qui décrivent l'OMS, c'est pour de mauvaises raisons. Je vous rappelle que les 2 plus grands critiques de l'OMS et ceux qui ont coupé les vivres à l'OMS, c'est d'abord Donald Trump et ensuite Jair Bolsonaro. Hein. Et la plupart de ceux qui ne financent pas l'OMS sont des pays non démocratiques. La Chine s'est méfiée de l'OMS, donc en général, je sais qu'il est de bon ton de dire du mal des organisations internationales, mais l'OMS fait un travail tout à fait considérable sur des sujets de santé globale, hein, à l'échelle globale. Et l'OMS, dès les années 50, prend en considération, comme c'est marqué, la question de la pollution de l'air. Et depuis 2006, l'OMS multiplie les études et a même adopté une résolution en 2015, agir face aux conséquences sanitaires de la pollution de l'air, une résolution qui, comme je l'ai écrit ici, invite les États membres à redoubler d'efforts pour protéger les populations devant les difficultés liées à cela. Alors je voudrais accéder, voilà. J'y suis arrivé tout seul. Donc vous avez ici, j'ai simplement voulu vous montrer le portail de l'OMS, hein, puisque le cours a aussi pour objectif de faire en sorte que vous trouviez des outils d'approfondissement des questions. Alors allez consulter le portail de l'OMS, hein, qui est le portail Air Pollution Data Portal, qui est véritablement très important et dans lequel on vous donne toute une série d'indicateurs avec quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez un intérêt pour la pollution urbaine qui est quelque chose qui peut provoquer jusqu'à 7 millions de personnes exposées, mais vous avez aussi, depuis plus récemment, un intérêt de l'OMS, on y reviendra, pour ce qu'ils appellent household exposure, c'est-à-dire pour la prise en considération, cette fois-ci, de la pollution de l'air intérieur. Et donc nous voyons comment la question de l'air gagne en sophistication, puisqu'on s'intéresse désormais à la fois à l'air ambiant, l'air extérieur, mais qu'on prend conscience depuis une trentaine d'années du fait que les airs intérieurs
sont également des aires extrêmement problématiques. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs récemment paraître une étude sur l'air dans le métro parisien. Et sur le fait que dans le métro parisien, il y a un air de très mauvaise qualité, avec des particules fines, avec une surexposition à des polluants extrêmement, des composés organiques volatiles, extrêmement néfastes pour la santé, et c'est la même chose de tous les réseaux de métropolitains. Donc, et l'air des maisons est un air souvent extrêmement pollué. Donc l'OMS commence à travailler notamment dans les pays pauvres, lorsque les cuisines sont faites parfois avec du charbon ou avec du bois ou avec des huiles frites, l'air des maisons est souvent extrêmement pathogène. Donc il y a un travail sur l'air qui devient tout à fait fascinant parce que là on voit bien à quel point l'air devient une matière première de l'urbain, c'est qu'il faut travailler tous les types d'air. Air extérieur, air intérieur domestique, air intérieur fonctionnel, air intérieur professionnel et évidemment, notez-le puisque ça donnera la possibilité de comprendre la suite du cours sur en particulier tous les processus de filtration et tous les processus d'ingénierie des airs intérieurs qui vont devenir à ce point fondamentaux. Et dans le cadre de ce portail, il y a aussi toute une série de cartographies qui sont proposées. Voilà, vous avez toute une série de cartes qui sont proposées et qui vous montrent avec un suivi en temps réel, là le site web est un peu long, qui vous montre toute une série de données, il y a une map gallery qui est tout à fait bien faite sur les surexpositions aux mortalités liées à la pollution de l'air et vous avez d'ailleurs toute une galerie qui renvoie à d'autres indicateurs, mais sur l'air c'est particulièrement bien fait, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je suis déjà très en retard par rapport à mon planning du jour. La question de l'air urbain se complique dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit de plus en plus, et ça c'est grâce au travail sur la santé qu'on s'en est aperçu, on s'aperçoit de plus en plus que l'on sait très peu de choses sur le processus de formation et d'évolution des complexes de polluants. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en particulier très attentif à la pollution aux particules fines. C'est-à-dire des polluants qui sont en fait des particules de très petite taille qui peuvent être extrêmement mobiles et qui peuvent s'agréger entre elles et s'agréger aussi sur des particules minérales, sur des particules liées à des fumées. Et ces particules fines sont particulièrement problématiques et il est très important aujourd'hui d'essayer de mieux comprendre les processus physico-chimiques et photochimiques de la recombinaison des particules fines entre elles et de la constitution de complexes de particules dans des aérosols dont on connaît encore très peu de choses et dont on pense que l'impact sanitaire est très fort. Bon, en gros, pour achever de vous inquiéter, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'absorbe pas un polluant. Quand on respire, on absorbe un composé. On absorbe un composé de polluants qui se sont agrégés et qui ont déjà évolué avec la photosynthèse. Donc on absorbe en fait des composés de polluants dont on sait très peu de choses et dont on sait très peu de choses sur leur impact sanitaire, même si par hypothèse, et c'est aujourd'hui confirmé par les études épidémiologiques, on pense que l'air urbain contemporain a un effet très inflammatoire sur les muqueuses ORL et pulmonaires. Justement parce que nous avons des composés qui sont des composés extrêmement volatiles, extrêmement évolutifs et des composés dont on ne connaît pas les processus très clairs de composition. Mais c'est très intéressant aussi de noter que dès les années 70-80, non, là c'est là où il faut que j'y aille, dès les années 70-80, on commence également à réfléchir à la façon dont les polluants
ne se contente pas d'être émis quelque part et se recomposer sur place, les polluants sont embarqués dans des circulations qui sont des circulations dont on se rend compte très vite qu'elles sont des circulations locales, régionales, nationales, continentales. Donc, commence à se développer toute une série de travaux fascinants qui sont des travaux sur les circulations intercontinentales de polluants. Et ces circulations intercontinentales de polluants, elles prennent tout simplement le véhicule des jet streams, le véhicule des vents, mais aussi le véhicule de mouvements d'air moins globaux et par saut de puce en quelque sorte, et avec en permanence des recompositions. Les polluants peuvent par exemple traverser les océans, en sachant qu'on pense aujourd'hui que la surface des océans est une interface très importante en matière de déplacement des océans, mais aussi de recomposition des pollutions. Ah oui, ça fait peur, hein. Et donc on a en particulier donc, un travail, vous voyez, Intercontinental Transport of Air Pollution, hein, donc c'est ce qu'on appelle l'ITAP, hein, l'Intercontinental Transport Air Pollution, qui est quelque chose de très fondamental, dans lequel on se pose donc la question de savoir comment ces polluants se transportent. Et voici, de la part du même article, une tentative de compréhension des voies de circulation à l'échelle de l'Atlantique Nord, hein, vous le voyez, à l'échelle de l'Atlantique Nord, essentiellement, des voies de circulation des principaux polluants. Évidemment, vous voyez la circulation va d'ouest en est, c'est la circulation des jet streams, hein, c'est la circulation des vents et des jet streams. Les jet streams, je vous rappelle, c'est les vents d'altitude, hein, qui sont très importants dans l'économie générale de l'évolution du climat, hein. La position des jet streams varie selon les saisons, leur force aussi, et on sait aujourd'hui que le réchauffement climatique va sans doute provoquer une modification des flux et des régularités de flux des jet streams. Et des épisodes de chaleur comme ceux que nous connaissons ne sont pas sans relation à la modification de la circulation du jet. Hein. Donc, vous avez le jet stream, mais aussi des vents de surface, et vous voyez bien que vous avez des contre-mouvements. Ça veut dire que vous avez des polluants qui circulent sur des semaines avec des contre-mouvements. Vous voyez, les flèches, hein, vont dans tous les sens. Et vous avez des flèches noires pour les vents d'altitude et des flèches grises pour les vents plus bas, avec une différenciation entre l'été et l'hiver, et vous avez donc des contre-mouvements. Donc vous avez une véritable circulation globale via les flux atmosphériques des polluants. Ça veut donc dire que la pollution de l'air, en raison de l'urbanisation et de ses fonctionnements, est un phénomène qui est bien sûr un phénomène local, mais qui est synchroniquement un phénomène global. Et nous retrouvons cette caractéristique du changement global anthropocène, c'est que tous les phénomènes sont à la fois globaux et locaux. Ils concernent toutes les échelles synchroniquement. Donc, vous ne pouvez pas considérer que la pollution de l'air, c'est simplement un problème local. C'est en fait à la fois un problème local, mais c'est aussi un problème qui nécessiterait une gouvernance globale. Et d'ailleurs, nous le savions depuis le problème de la couche d'ozone, hein, dont j'ai parlé la fois dernière, c'est-à-dire quand on a pris conscience que l'utilisation de gaz CFC dans des aérosols pouvait avoir un impact sur la dégradation de la couche d'ozone au pôle. Cette question est encore complexifiée aujourd'hui par la prise en considération d'une nouvelle source de troubles sanitaires de l'air, alors qui est peut-être pas complètement un polluant. Mais c'est là où ça devient intéressant, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le CO2, je ne l'intégrais pas comme polluant. Mais en fait, si j'avais été vraiment précis, je vous aurais dit que néanmoins, le CO2 n'est pas inerte dans l'évolution de la composition de l'air pollué.
Il est probable que dans la dynamique et la destinée des polluants, le CO2 joue un rôle. Parce que comme la chaleur joue un rôle pour définir les modalités de recomposition de la pollution urbaine, et comme le CO2 est directement lié à la chaleur, en plus le CO2 peut aider à la catalyse chimique des polluants, puisque en fait les polluants évoluent par catalyse. Qu'est-ce que c'est que la catalyse? C'est la science qui étudie la décomposition et la recomposition des particules chimiques, et notamment des ions et des particules entre elles. Donc la catalyse des polluants, elle est liée à la chaleur, à la photosynthèse, à la lumière, à la dynamique propre du milieu chimique formé par les aérosols. Donc en fait, le CO2 n'est pas polluant, mais il intervient. Et on voit apparaître une nouvelle source de préoccupation. Là, je vous redonne une image que je vous avais fait voir au deuxième cours. C'est une capture d'écran du 10 mai 2022, lors de la première vague de chaleur précoce. Et on voit apparaître une nouvelle préoccupation autour des allergènes. Et la question de l'allergie devient tout à fait centrale. Et pourquoi je vous ai remontré cette image? Parce qu'elle elle montre bien, dans une presse locale qui n'est pas particulièrement une presse de très haut niveau scientifique, sans vouloir faire injure au progrès, et qui n'est même pas d'ailleurs très particulièrement active sur les questions environnementales, eh bien on voit comment spontanément se combinent des phénomènes problématiques pour l'air urbain que nous respirons. Et là, vous voyez combinaison de la chaleur, des pollutions et des allergènes. Et bien, vous avez là le trio gagnant, le triptyque infernal de l'air urbain contemporain. Vague de chaleur, pollution en pleine recomposition et recombinaison, développement des allergènes. Et il y a désormais des travaux de plus en plus nombreux sur ces questions des allergènes, mais dans une perspective complètement différente de l'allergologie classique. Il ne s'agit plus simplement de travailler les allergènes pour eux-mêmes, il s'agit de comprendre, eh bien, vous comprenez évidemment l'importance de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nécessité de saisir la pollution de l'air comme un processus dynamique. Il n'y a pas une émission, puis le polluant reste, et puis après il s'évacuera. Non, ça crée immédiatement une dynamique. Eh bien, on commence à étudier la relation dynamique entre les polluants et les allergènes. Comment les polluants changent la dynamique et la virulence des allergènes et comment les allergènes viennent contribuer possiblement à la destinée des polluants dans les aérosols en permanente recomposition. Donc comment se crée une sorte de complexe polluants-allergènes, vous voyez, interaction entre les polluants et les pollens, the role on the rising trend in allergy. Donc c'est véritablement une étude tout à fait importante. La France, comme tous les pays au monde, est concernée par une explosion de la sensibilité des individus aux allergies. C'est peut-être le phénomène le plus spectaculaire de ces 40 dernières années. Et c'est une explosion des personnes sensibles aux allergies, à la fois des personnes jeunes. Il y a plus d'enfants aujourd'hui qu'il y a 40 ans qui sont susceptibles d'être allergiques, mais ce qui est encore plus stupéfiant et qui change la donne, c'est qu'on s'aperçoit que des personnes qui n'étaient pas allergiques dans leur jeunesse deviennent allergiques sur le tard. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne prévoyait pas à cette échelle-là, et la seule manière d'expliquer cela est une prise en considération de la dégradation environnementale. Et en particulier, alors pas exclusivement de l'air, il y a sans doute d'autres facteurs, il y a sans doute l'exposition aussi aux polluants de l'eau et aux polluants chimiques, en particulier un certain nombre de polluants chimiques comme les phtalates, mais d'ailleurs qui se retrouvent, des équivalences qu'on appelle les PFAs se retrouvent dans l'air, donc je vous rassure, bon bref, non, je ne vous rassure pas. Donc la question de la surexposition aux polluants est vraiment un problème majeur, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui totalement traversés en permanence par des polluants que nous ingérons et que nous inhalons. Donc les polluants s'inscrivent désormais dans nos physiologies au quotidien.
Vous avez là, par exemple, le tableau du même article. Je ne vais pas le détailler, mais j'aime bien comme ça montrer toujours des sources. Hein, vous avez un tableau où on fait la liste. Vous voyez, vous avez la liste des espèces de pollen. Alors, on va ressortir tous de ce cours en éternuant, hein, bien entendu. Hein. Vous avez le tableau des espèces de pollen et vous avez à côté une tentative de compréhension du principal effet des polluants sur les pollens. Donc là, l'auteur essaye de comprendre en quoi les polluants viennent renforcer un certain nombre de capacités allergènes des pollens. Et parfois, vous le voyez, c'est par exemple ici, hein, presence of a new particle on a pollen surface, higher total protein content in pollen, more intensive proteins in pollen extract. Ça veut dire qu'il y a des modifications du pollen en profondeur. Vous voyez, il y a des modifications chimiques et physiques du pollen. Parce que la pollution de l'air, évidemment, on ne la voit pas. Ce sont des microparticules, souvent ce ne sont plus des fumées comme jadis, ce sont des microparticules qui se recomposent en aérosol et qui d'ailleurs, vous savez, produisent de l'ozone. Je ne sais pas si vous avez de temps en temps le nez, et là nous revenons à nos questions d'odeur, hein, chers amis, dont nous avons parlé les fois précédentes, mais parfois à Lyon, dans les épisodes de pollution, le matin notamment quand il y a un fort soleil, l'air sent l'ozone. Vous sentez cette odeur d'ozone très caractéristique. Hein, parce qu'il y a des recompositions chimiques qui produisent de l'ozone. Et l'ozone est irritante pour les voies atmosphériques. L'ozone n'est pas si dangereuse que ça, mais elle est irritante et sans doute que les poumons irrités, eux, ensuite, sont plus sensibles à certains autres attaques. Et cette recomposition physique et chimique, eh bien, elle concerne aussi les pollens. Donc, on a la création de complexes véritablement spectaculaires. Et vous avez là, évidemment, la motivation pour qu'une structure comme l'ANSES, hein, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dès 2014, produise un rapport d'expertise collective sur l'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à l'exposition de la population générale au pollen présent dans l'air ambiant, qui tient compte justement des premiers travaux sur cette interaction pollen-polluant. Hein. Donc il y a un complexe d'air ambiant pollué et de pollen, et il faudrait aussi maintenant bien considérer que vous avez cette problématique-là possiblement aussi dans les airs intérieurs. En plus, avec le changement climatique, on a des phases de production de pollen qui sont parfois extrêmement virulentes. Vous avez vu, il y a des phases de production de pollen qui sont très fortes. Les pollens rentrent à l'intérieur des maisons, notamment si on les aère. Donc vous avez vraiment une dynamique aujourd'hui tout à fait étonnante. Alors, pour autant, on ne peut pas considérer que la question sociale soit restée complètement à l'écart de la réflexion sur les problèmes de pollution. Et en particulier, je voulais profiter de cela pour faire état de travaux très intéressants sur ce qu'on appelle les Locally Unwanted Land Use, que l'acronyme LULUS signale dans les travaux spécialisés. Ça veut dire que depuis maintenant toute une série d'années, depuis une petite trentaine d'années, on commence à s'interroger sur les injustices environnementales via donc ce qu'on appelle les Locally Unwanted Land Use. Et là, je vous ai reproduit le début d'un texte très intéressant écrit par une juriste, What's Fairness Got to Do with It? Environmental Justice and the Setting of Locally Undesirable Land Use. Donc elle dit Locally Undesirable Land Use parce qu'elle nous fait entrer sur un champ tout à fait intéressant qui est ici manifesté par ce texte. Et je le traduis rapidement. Les acteurs des politiques publiques et les parties prenantes de l'utilisation des sols ont très longtemps essayé de se battre avec le syndrome Not in my backyard, hein, c'est-à-dire ce syndrome développé dans les années 50-60 où on voit des groupements d'habitants refuser l'implantation d'équipements et d'infrastructures au nom de la volonté de sauvegarder la qualité d'un voisinage. Ce syndrome Not in my backyard est plutôt quelque chose qui se développe dans les quartiers blancs aux États-Unis et dans les quartiers bourgeois.
Et pour compenser ce syndrome et malgré tout localiser des équipements, eh bien, les acteurs des politiques publiques ont essayé de développer et d'emplacer ce que l'on appelle les locally undesirable land use, c'est-à-dire des usages indésirables de l'espace, LULUs, c'est-à-dire des abris pour les homeless, des centres de traitement pour les personnes souffrant d'addiction et Waste Disposal Facilities, c'était très important autour des usines de traitement des ordures et des décharges. Donc tout équipement qui provoquait une réaction NIMBY, une réaction de rejet. Et ces équipements sont considérés comme bénéfiques pour la société dans l'ensemble, mais il faut bien les localiser quelque part, dit le texte, mais comme un certain nombre de citadins à fort capital social et économique et racial protestaient, on s'est demandé où fallait-il localiser ces équipements polluants. Et c'est là où le texte montre que l'on a développé, et ça c'est dans une tradition bien américaine, nord-américaine, une procédure qui s'appelle Put in Black Backyards, c'est-à-dire en fait qu'on a pris l'habitude de localiser les équipements indésirables dans les quartiers afro-américains, les quartiers pauvres, qui petit à petit se sont donc dotés de toute une série d'équipements indésirables. D'abord ces trois équipements-là, et puis de plus en plus, usines d'incinération, centres de production de chaleur, usines de traitement des déchets ultimes, etc. Et on s'est aperçu aux États-Unis, donc, de l'arrivée de ce que l'on a appelé ensuite les Locally Unwanted Land Use, les LULU, c'est-à-dire de toute une série d'équipements polluants localisés volontairement autour des quartiers les plus pauvres. Et c'est ce travail-là qui a mené à la prise de conscience des injustices environnementales. C'est pour ça que je vous le cite, c'est ce travail qui a montré en fait que dans le fonctionnement courant de l'urbanisation, on a pris l'habitude dans les années 70-80, de localiser volontairement les équipements urbains polluants et nuisants dans les quartiers pauvres. Donc, en gros, les injustices environnementales ne sont pas hasardeuses, elles ne sont pas le résultat d'une évolution non contrôlée. Les injustices environnementales ont été produites volontairement par les arbitrages politiques urbains et par les arbitrages du jeu d'acteurs des parties prenantes du développement urbain dans le cadre de la volonté de développer des villes qui satisfaisaient d'abord les intérêts de ceux qui pouvaient, par le syndrome NIMBY, manifester leur mécontentement. Donc il y a eu une production volontaire d'injustice environnementale. C'est ça que le concept de LULU cerne. Et pourquoi vous en parlais-je? Eh bien parce qu'on s'est aperçu en travaillant sur ces questions que de très nombreuses implantations non voulues d'équipements avaient en particulier dégradé considérablement la qualité environnementale et en particulier la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Donc par ce biais du put in black backyards, par ce biais de la volonté de mettre à l'écart des quartiers les plus capables de manifester leur mécontentement les équipements urbains nécessaires au fonctionnement du système, mais dotés d'un impact polluant, eh bien, on a dégradé la qualité de vie des habitants des quartiers pauvres, d'autant que lorsqu'on localise un équipement polluant dans un quartier pauvre, eh bien, on est en général poussé à sous-estimer le besoin de sécurité sanitaire. C'est-à-dire on est moins regardant sur la norme sanitaire qu'on utilise. On l'a vu à Céveso, on l'a vu à Bhopal. Puisque ce sont des populations pauvres, alors on peut être légèrement négligent quant à l'application de la norme. Et on s'est donc aperçu que les quartiers pauvres des villes américaines, et l'étude a été étendue à l'échelle mondiale, l'ensemble des quartiers pauvres de toutes les villes mondiales sont en général surexposés
aux injustices environnementales, c'est-à-dire surexposés à des environnements d'air et d'eau, en particulier les plus médiocres. Et ça n'est pas un hasard si, par exemple, dans ces quartiers pauvres, il y a souvent des plaintes sur les odeurs, en particulier sur les odeurs d'environnement. Parce que beaucoup de ces quartiers pauvres sont près des décharges. Vous me direz, certains de ces quartiers pauvres, d'ailleurs, utilisent les décharges comme une ressource, comme une matière première. Donc vous avez là quelque chose qui, vous le voyez, est plus général que la question de l'air. Mais moi, je voulais vraiment vous parler de ce concept des locally unwanted land use pour montrer à quel point cette question de l'injustice environnementale, en fait, ce n'est pas une variable résiduelle de la question urbaine, elle est au cœur de la question urbaine contemporaine. Et donc, vous avez désormais de très nombreux travaux qui sont réalisés sur la pollution de l'air urbain et son rapport aux inégalités sociales. Donc, on commence aujourd'hui à avoir une bien plus claire vision de la dimension inégalitaire de l'exposition aux airs pollués et de la dimension inégalitaire des surmortalités liées à l'exposition aux airs pollués. Donc la carte de tout à l'heure, vous vous souvenez que je vous ai montré, qui est cette carte de la surexposition au risque de mortalité à l'échelle mondiale, en fait, c'est une carte qui est fausse dans une certaine mesure. Elle est juste, mais elle est fausse parce qu'en réalité, il faudrait voir qu'à l'intérieur de chaque espace concerné, vous aurez une surexposition des plus pauvres aux airs les plus dégradés. Parce que vous aurez une surexposition des plus pauvres à des équipements polluants qui vont rajouter de la pollution au fond général de pollution de l'air qui est lié à la circulation automobile. On a même montré que les quartiers les plus pauvres étaient les quartiers où les automobiles étaient les moins souvent de qualité, donc pollués plus que dans d'autres quartiers. On voit au moment de la substitution de l'électrique au thermique, comment l'électrique se développe plus dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Donc vous avez véritablement quelque chose qui est aujourd'hui bien compris. Et cela nous amène évidemment à une réflexion que nous commencerons la fois prochaine. J'ai été évidemment, comme toujours, très long, puisque cette reconnaissance de la problématique de l'air pollué, à la fois locale, globale, d'une problématique de l'air pollué qui doit être abordée en restituant sa dimension aussi inégalitaire, eh bien, nécessite que nous abordions ce que j'appelle dans mon inénarrable vocabulaire des géopolitiques hyperscalaires de l'air pollué, c'est-à-dire des géopolitiques, bah oui, parce que la question de l'air pollué est une question de géopolitique. Il y a des différences de statut social, il y a des circulations de pouvoir, il y a des enjeux de pouvoir qui sont liés à toutes les décisions qu'on devra prendre sur la question de l'air pollué. Je vous rappelle que décider de ne plus utiliser de véhicules thermiques, c'est une question qui engage des relations de pouvoir et des enjeux de pouvoir considérables. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir symbolique. C'est se passer de la civilisation du moteur à explosion. C'est quelque chose qui ne se fera pas uniquement à partir du raisonnement rationnel des individus. C'est quelque chose qui passe par des rapports de force. Nous sommes tellement dépendants de la culture du moteur à explosion que pour certains individus, renoncer au moteur à explosion est tout simplement considéré comme impossible. Donc ce sont vraiment des géopolitiques, et ces géopolitiques, nous verrons qu'elles finalement passe par trois actions. Un contrôle des émissions à la source avec le développement d'une métrologie et le développement d'un système normatif. Donc comment mesurer, comment normer les contrôles à la source, on l'a vu tout à l'heure avec Seveso. Des ingénieries de surveillance qui sont très nombreuses et qui se développent de plus en plus, et des ingénieries de remédiation, et nous verrons comment on aborde à ce moment-là la question des géo-ingénieries de l'air, c'est-à-dire de la volonté de trouver des technologies qui permettent de travailler la qualité de l'air, à la fois intérieure et extérieure, et parfois à très grande échelle. Et puis une fois que nous aurons fait ça, nous passerons à la question de l'air conditionné, de la chaleur. J'aurai besoin d'au moins 20 séances pour aller jusqu'au bout, je n'en ai que 6, donc je m'arrêterai là où je pourrais m'arrêter. Mais vous avez l'habitude. Merci en tout cas de votre attention. Pardon d'avoir débordé encore de 4 à 5 minutes pour ceux qui nous suivront en ligne, mais je n'ai fait que la moitié de la séance d'aujourd'hui, et donc à la fois prochaine.